Ouais, bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Outé. On est ravi d'accueillir David Gerzin en direct du Portugal, avec qui on va échanger pendant un petit moment. Bonjour David. Donc. Bonjour Philippe, bonjour Sophie, merci pour votre accueil. Très content de répondre à votre reportage sur le podcast que vous avez mis en place. Je vous écoute. On, on est très très content de t'avoir sur notre podcast. Vraiment, on s'est rencontrés par hasard à une compétition de jiu-jitsu. J'étais en train d'essayer un kimono sur le stand King, et tu t'es arrêté, puis on s'est mis à discuter, et puis voilà, le jiu-jitsu c'est ça aussi, ce sont des rencontres fortuites. Et donc aujourd'hui, tu es là sur notre podcast. Est-ce que tu peux déjà te présenter un peu rapidement et puis raconter un petit peu ton premier contact avec le jiu-jitsu? Comment, voilà, les tout premiers D'accord, pas. entendu. Voilà, donc j'avais 23 ans et 24 ans. Je venais de quitter la région parisienne où j'avais eu fait du judo à l'époque et j'arrivais en Lozère. Et à Mende, donc j'ai rencontré Bernard Gaillard, qui était un fer de lance du jiu-jitsu brésilien. Je parle de ça d'il y a 30 ans. Il y avait Paul Sédic à l'époque, il y avait bien d'autres gens encore, Nicour, hein, il y avait des gens vraiment qui étaient les premiers à être partis d'ailleurs à l'époque ensemble, rencontrer Rickson et toute cette équipe au Brésil. Mhm. Victor Belfort et tous ces gens-là, en fait. Ils ont rencontré, et donc j'ai eu affaire à Bernard Gaillard quand j'avais 24 ans, qui a commencé à m'enseigner le jiu-jitsu brésilien, à Mende, où je suis resté 4 années. Et par la suite, j'ai décidé vers les 32-33 ans de partir à São Paulo, alors que je m'étais rapproché de l'équipe de Christian Derval à Vincennes. Donc je faisais partie à ce moment-là de l'équipe Bering, Flavio Bering. J'étais accueilli sur le tatami durant 6 mois à São Paulo par Flavio Bering, qui donc m'a entraîné et m'a fait faire 3 compétitions qui se sont bien passées. À l'époque, il y avait avec moi Laurence Cousin, Luc Farando, Patrick Bitan, euh, Hakim Atoiret, Olivier Michailesco et encore d'autres que je pourrais citer. On était tous là-bas pour faire des championnats, en fait. Ils venaient, eux, durant une quinzaine de jours et moi, j'y étais pour 6 mois. Donc, je suis revenu en France à la suite de ces 6 mois sur Nice. Et j'ai eu le désir d'ouvrir une académie puisque j'étais gradé ceinture bleue par Flavio Bering. J'avais fait un détour chez De La Riva où j'avais mis une ceinture blanche pour arriver chez lui à Rio, qui au bout d'une semaine m'avait remis une ceinture bleue, ce qui validait bien ma ceinture bleue à l'époque. Et puis je suis rentré donc sur Nice ouvrir cette école que j'ai appelée le Mikado, rue Marceau, la première école de jiu-jitsu brésilien qui est née à Nice. Suite à ça, j'ai suivi par correspondance, entre autres, les enseignements de Flavio avec l'équipe qui me soutenait de Christian Derval à Vincennes. Et j'avais fait lire Olivier Michailesco pour un stage, Laurence Cousin. J'ai eu fait à ce moment-là la nuit des arts martiaux pour présenter le jiu-jitsu brésilien à Nice. J'ai œuvré et j'ai continué les compétitions. Puis j'ai changé d'équipe. Je suis rentré dans l'équipe à la méthode de la Riva, puisqu'il était raccroché donc à cette époque-là, notre cher Emmanuel, donc Manu Fernandez, qu'on appelle équipe Pythagore, avec il y avait Olivier Pastor à l'époque, Souk Campassat, qui ont fait toute partie, et bien d'autres personnes que je connais, que je fréquente encore, comme Souk, avec qui on discute souvent. Et donc je me suis intégré à cette équipe où j'ai eu voulu rentrer dans l'équipe Pro MMA. Et comme je boxais déjà depuis un petit moment, même si j'étais pas excessivement bon en boxe, mais j'avais des bases et j'avais des bonnes bases en jiu-jitsu. Donc il m'a fait rentrer dans un ring à ma venue pour me tester, pour voir si j'allais pouvoir intégrer cette équipe. Face à Souk Campassat, on a fait un combat libre et dans le premier round, j'ai réussi alors qu'il m'a amené au sol et lui passer une clé de coude à la volée. Voilà.
Donc, j'ai été intégré à l'équipe. Je suis venu vivre à Angoulême durant 8 mois environ, où j'ai préparé un combat libre, en m'entraînant avec Nicolas Johannes, Souk, Olivier Pastor, Manu, bien des gens. J'ai été faire ce combat, voilà, de MMA pour voir ce que Et donc là, c'était. t'avais bifurqué vers le MMA à ce moment-là, c'est ça? Voilà, j'étais passé violette, Là, j'avais tu te été, préparais pour un combat de MMA. voilà, et j'avais aussi fait Oui. voilà. Donc j'ai eu aussi fait une Et, prépa sur Nice aussi. Ensuite, avec une autre équipe des boxeurs, surtout marocains, très très fort, une équipe vraiment bonne, où je suis parti faire un tournoi en Croatie, à Zagreb aussi, de MMA. Voilà. hmm. J'ai passé la Ouais, ceinture c'était l'époque où il marron. n'y avait pas de combat en France. Voilà, c'est ça. Donc j'ai gradué, Mm. j'ai pris mes graduations au Ouais, fur ouais. et à mesure, comme ça, avec de l'entraînement en jiu-jitsu, en boxe, en lutte, en travail du sol, gros and pound, travail debout, pied-point. Et puis j'ai formé des gens, j'ai emmené des gens vers des compétitions, j'ai ouvert, à ce jour, je peux compter une école à Narbonne à l'époque, une école que j'ai lancée près du lac du Salagou, une école à Mende, à Marvejols, qui a continué. Alors, j'ai dû créer 5 écoles, dont 3 qui restent encore actuellement encadrées par d'autres professeurs. Donc j'ai lancé la chose par amour pour Et cette ça s'appelle activité. toujours Mikado ou ça a changé de nom entre-temps? Parce que ta À première école, Nice, c'était Mikado à Nice, c'est ça? mais après moi je l'ai eu fermé, puis il y a des gars que Et j'avais après, est-ce que... formés. Non, il y a des gens que j'avais formés qui ont réouvert des écoles par la suite, qui sont sur Nice. Voilà, d'autres qui ont arrêté et ainsi de suite, hein, comme on sait comment ça se passe dans cet art. On sait que Bien là, sûr. Ouais, ouais, bien sûr. 99, je crois que c'est une personne, je sais plus si c'est une personne sur 10 qui va jusqu'à la ceinture noire et qui s'arrête pas justement avant la ceinture bleue ou à la bleue. Donc il n'y a pas Mm. Hmm. beaucoup de gens qui Je dépassent la crois que c'est ceinture une bleue en personne sur jiu-jitsu. 10 qui arrive à la bleue. Ouais. Voilà, c'est ça. Je crois Donc que c'est une sur 10 qui arrive à la bleue et après, Et une sur 100 à la noire, un truc comme voilà, ça. voilà. voilà. Mais du coup, les écoles dont tu parles là, à Mende, je me Bah, rappelle plus les En noms de Lozère, que tu as à donné. Marvejols, donc oui, bah, à C'est Marvejols, l'école, elle a été, c'est une série, c'est toutes les. ouais, toutes les écoles que j'ai ouvertes, on va dire, au départ, les cours que j'ai donnés, comme dans le club de judo à Marvejols, ensuite, ils ont continué à intégrer à leur judo le jiu-jitsu brésilien. Mathieu, Mhm. là-bas, le responsable de l'association de judo, il a intégré le jiu-jitsu à son école maintenant, D'accord. depuis plusieurs années, D'accord. depuis que j'ai commencé à mettre, on va dire, la première étincelle là-dedans, pendant 2 ans Et où je donnais des cours. tu chapeautes encore l'ensemble Non, ou non, pas du t'as tout. pas Moi, dit maintenant? j'ai jamais voulu, comment appeler ça, j'ai toujours voulu que les gens se sentent libres. Je suis là, on fait des choses. Je suis plus là, je suis pas responsable dans le sens, ils veulent m'appeler, me demander quelque chose, oui. Après, quand les gens ont leur école déjà au départ et que je suis Hmm. intervenant, si je suis plus dans la Oui. région, pour ma part, c'est soit ils me demandent, soit s'ils me demandent pas, c'est qu'ils sont très bien comme ça, que c'est super. Ça s'est lancé. C'est un petit champignon qui est né, et qui va se développer et qui va créer de la synergie entre les gens là-bas. Et, Hmm. et je trouve ça sympa comme ça. Moi, j'ai toujours été un globe-trotter du D'accord. jiu-jitsu brésilien. Je ne veux pas être propriétaire. Je ne veux pas que les gens se sentent soumis à quoi que ce soit. Leur liberté, c'est le plus important pour moi. Et que les gens continuent ou pas, j'ai pas de jugement, j'ai pas d'avis. S'ils y aient passé un bon moment, c'est le plus important et que ça leur ait permis d'apprendre à faire une chute avant, même s'ils n'ont fait que 6 mois. Si ça leur a appris à tout simplement se sentir plus à l'aise dans leur corps pour faire autre chose par la suite, je pense que c'est un support et pas une fin en soi. Le jiu-jitsu brésilien est Ouais. une Hmm, d'accord. philosophie de vie, c'est pas une fin en soi. Il y a plein d'autres activités qui sont superbes. C'est pas une. C'est pas le jiu-jitsu brésilien qui est mieux que tout. Euh, Ça s'applique plus à certaines personnalités, à certains moments dans la vie d'un individu. Je pense que ça peut être un très très bon support ou soutien ou élément familial. Euh,
Ça peut être intéressant pour pouvoir, je pense, pour des gens qui seraient très dispersés, arriver à gagner de la concentration, réussir à structurer un travail, se ressentir capable de mener un projet par fait que quand on apprend une technique en jiu-jitsu, il y a dans une procédure, le point 1, 2, 3, 4, 5, c'est très structuré. Et je pense que ça peut aider des gens qui ont du mal à structurer un projet dans leur vie personnelle ou autre. Le jiu-jitsu est un bon support. Voilà. Et donc, toi, tu as dit Donc que tu étais voilà. un globe-trotter. Tu as suivi de la Riva ou tu as appris dans d'autres écoles après? Ben, j'ai appris de plein de gens différents. J'étais chez Gordo au Brésil où j'ai appris avec euh, Pitocco, un grand maître, Monsieur Pitocco, qui a connu les tout débuts avec Rickson, Royker, tout ça au Brésil, hein, à Rio. Mm. J'ai tourné avec des gars qui sont des élèves de Renzo, qui étaient des très très bons, très jeunes, qui ont le même âge que moi actuellement. Je me suis frotté à ces gens-là, combattre contre eux aussi. J'ai une vidéo où je combats avec quelqu'un de très proche de Renzo, qui était un de ses meilleurs élèves à l'époque. Il vit sur l'île de Gigoya, où je vais chaque année normalement passer 2 mois, où je m'entraîne avec son équipe. Et donc on a filmé un combat qu'on a fait ensemble, où on a ni l'un ni l'autre réussi à finaliser. J'ai gagné au point. C'était difficile. J'ai fait des championnats l'année dernière en 2024 là-bas à Rio. J'ai fait le Barra de Tijuca, Alpha Barra, j'ai gagné, j'ai fait le premier. J'ai fait Petropolis, qui est un peu plus loin, à 100 km de Rio, où il y a un club tous les 200 mètres. C'est impressionnant, c'est un endroit où tu as du jiu-jitsu plus que des boulangeries. J'ai gagné en absolute et dans ma catégorie aussi. C'était pas facile. Euh, j'ai été blessé, mais bon, ça s'est bien passé. J'ai réussi à régler le problème de mon genou malgré tout. Et puis après, je suis reparti dans ma région ici au Portugal pour continuer. Donc j'ai fait aussi l'année dernière Paris, où j'ai perdu au premier tour. Je me suis fait sortir par un gars qui là, il a fini troisième cette année au championnat de France. Et puis moi, j'ai fini second, où j'ai d'ailleurs j'ai la petite médaille avec moi de ces fameux championnats de France de Paris qu'on a fait cette année, où j'ai fini donc vice-champion de France, où je suis tombé sur deux sacrés loulous qui m'ont pas laissé gagner comme ça. C'était des voilà, c'était bien. Ça m'a permis d'être à Paris, de partir avec l'équipe avec qui je suis maintenant, qui est Amazonia, avec Youssef Fahmy et Nicolas Marchaud, que j'ai connu il y a 10 ans en arrière, avec qui j'avais commencé avec Amazonia, avec notre cher Nonato Francisco Holanda Barroso, invaincu 7 ans d'affilée au championnat d'Europe à Lisbonne, un super professeur, un homme qui a une capacité technique, une bibliothèque, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Je me suis entraîné durant 4, 5 ans, à une raison de 5 fois par semaine, sous, euh, sous son enseignement, à Montpellier, qui m'a laissé beaucoup de bonnes choses. Voilà. J'ai aussi eu la chance de rencontrer un garçon qu'on connaît pas beaucoup, qui est extraordinaire, qui a une manière d'enseigner et un jiu-jitsu fantastique à 7, qui s'appelle Lenny. Un gars qui fait pas de bruit, on l'entend pas. Il y a des champions du monde de jiu-jitsu qui arrivent à 7, qui veulent faire un peu comme pas mal de gens dans le jiu-jitsu des fois, dès qu'ils ont gagné, ils se prennent un peu pour des cadors. Mais faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans l'ombre, mais qui sont meilleurs que certains champions qu'on voit sur les podiums et qui s'entraînent tous les jours en jiu-jitsu et qui n'ont pas besoin d'aller faire de compétition. Et comme Lenny, par exemple, qui est un monsieur qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a montré des détails, des petites choses qui me sont restées. Il m'a donné des plans d'attaque debout, des plans de défense au sol, des manières de recomposer. Il est fameux et très gentil. Voilà. Ensuite, Donc voilà. oui, tu as un parcours dans le JJB très très riche, on l'entend quand tu racontes
tout ce parcours-là, tous ces professeurs différents que tu as eus. On a une question qu'on aime bien poser. Donc aujourd'hui, tu es ceinture noire, bien sûr. Depuis combien d'années? Ça fait 3 ans, mais comme de fait, il y a des fois où j'ai dû arrêter par des choix qui s'imposaient à moi professionnels pour des choses à faire. Mhm. J'ai dû des fois arrêter le jujitsu pendant 4 mois ou 3 mois. 6 mois, ça a été la Ouais. plus grande durée et donc voilà. Mais à vrai dire, je me sens aujourd'hui plus ceinture blanche et noire que noire, dans le sens Hmm. Eh où bien, ouais. justement, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à la ceinture blanche débutante que tu étais quand tu as commencé? Le conseil, le premier, c'est d'apprendre à mieux respirer quand on est dans des travaux techniques pour réaliser une technique, pour l'apprendre. Aussi bien quand on fait des randonnées. Donc, c'est apprendre à relâcher sa respiration surtout, puisque c'est de là qu'il y a de la fluidité. C'est souvent le gros, euh, on va dire, un petit peu ce qui nous dérange des fois dans le jiu-jitsu au début, c'est qu'on travaille avec ses muscles, on travaille avec sa force, et on bloque la respiration et on use plus une réaction physique qu'une réaction technique. Et que si on est détendu et qu'on respire bien, on a dans la tête les techniques qui viennent se donner à nous. Quand on respire pas et qu'on est dans une espèce de petit stress un peu du combat et qu'on bloque, on a tout qui se mélange et on n'arrive pas à trouver les techniques au bon moment dans la tête. Voilà ce que je pourrais donner comme conseil, c'est la respiration. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu fais au Portugal, de tes camps, de ton lieu? Alors, je suis parti du principe de créer un lieu qui permette de s'entraîner dehors avec des bâches, permettre de se protéger du soleil, de pouvoir manger dehors sous une pergola avec une vue sur les collines, couverte par un toit à la japonaise, avec des futons en canapé en dessous qui permettent de se détendre si on veut ou bouquiner, des hamacs qui sont à disposition pour faire une petite sieste si on en a envie ou juste pouvoir se laisser bercer par le silence, le chant des oiseaux, puisque on n'est que 15 dans ce village, donc il n'y a pas de, il n'y a pas de bruit. On entend les cloches des chèvres en contrebas. De temps en temps, un petit chien qui aboie et une poule qui fait son cri, enfin le coq, et c'est tout. Donc c'est un endroit pour permettre aux gens de retrouver un contact à la nature, à eux-mêmes, sans avoir tout le temps une paroi. J'ai créé un camp ouvert où on dort dehors, semi-ouvert, semi-fermé en fonction des gens. L'endroit peut se fermer ou rester ouvert. À dormir plus dans un hamac ou sur un futon, à manger dehors de la grillade de poisson chaque jour ou autre chose, comme on veut, des légumes frais, des œufs de poule du village, du lait de brebis du village, des légumes et des fruits du village, puisqu'on a des arbres fruitiers partout autour. C'est-à-dire que le matin, tu te lèves, tu es déjà au contact. Tu peux aller boire de l'eau de source dès le matin, te faire une toilette dehors avec le lever du soleil, un contact direct, et puis t'entraîner dès le matin avec ton professeur et le groupe. Je peux servir de yuki au professeur, donc s'il veut montrer les techniques à des fins que moi j'ai rien à dire à expliquer, c'est lui qui donne son cours. Je suis là pour l'aider, pour le soutenir dans ce qu'il a envie de transmettre, pour qu'il puisse montrer au mieux à ses élèves avec quelqu'un qui est un support. Ensuite, je peux leur donner tous les conseils pour aller se promener sur toutes les plus belles plages, avec le GPS que j'ai mis en place qui permet d'avoir le point. Les petits restaurants typiques, pas très chers, où on mange très très bien, de la cuisine typiquement portugaise, dans différents endroits. Les marchés aussi, où il y a des épices qui arrivent du Maroc, du poisson frais de l'Atlantique tous les matins, à des prix vraiment défiant toute concurrence. Nous avons
Et donc, tu organises ces camps-là, si j'ai bien, à la belle saison du printemps à l'automne, c'est ça? J'ouvre donc mai, juin, juillet, août, septembre, d'accord? Mmh. Donc les gens qui veulent réserver une semaine ou 15 jours avec un groupe, ils m'appellent, hein. C'est tout simple, hein. Moi, je vais pas faire compliqué Oui, ben, comme. on mettra ton site aussi dans, dans les contacts possibles. Tu as un site où on voit qu'il y a de très belles photos, où on voit tout le lieu où tu vis en fait et où tu proposes ces activités-là. Donc comme ça, chacun pourra aller voir et te contacter. Ben, on voulait te remercier d'avoir bien participé à notre podcast. Donc en direct, toi du Portugal, dans un petit restaurant, un petit bistrot, où tu as réussi à avoir une connexion qui Une était pas trop mal. cafétéria Parce que populaire. Voilà, parce que l'avantage d'être isolé et d'être tranquille, c'est que en contrepartie, tu as une connexion un peu compliquée parfois, mais ça fait partie du plaisir. Bah, déconnecté, ayant juste du temps à se reconnecter. Oui, Exactement. Exactement. merci beaucoup. Merci à Mm. vous. Voici la vidéo que David nous a envoyée, vidéo technique dans laquelle il nous montre un renversement de demi-garde. Donc à partir d'une demi-garde où il a le pied sur la hanche du partenaire et il l'enserre, il attrape avec sa main droite le tibia du partenaire. Avec l'autre tibia, celui qui est posé sur la hanche, il le déséquilibre vers l'avant. Dans un mouvement de balancier, il recule vers l'arrière. Il se déplace, il change les crochets et en passant sous l'adversaire, le renverse dans un mouvement dynamique. Pour finir, voilà quelques images de David qui fait des mouvements de gymnastique naturelle sur une plage au Portugal.